Ce soir, ça va être un petit ASMR lecture à propos, une nouvelle fois du Lord Honkai Star Rail. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'histoire de quelques personnages du jeu. Aujourd'hui, nous allons voir un peu plus de détails sur l'histoire de Sunday, Welt, Himeko et Daneng. Bonne écoute. Donc nous allons tout d'abord commencer par Sunday. À propos des détails du personnage, le rêve de l'ordre s'est évanoui dans les limbes, mais certains ne sont pas prêts à renoncer à leurs idéaux. Où les pas de ce voyageur à qui on a coupé les ailes vont-ils le mener? Partie 1. À ma très chère sœur, j'ai mangé tous les desserts que tu m'avais laissés. Je n'y peux rien. Les tartelettes au pudding étaient tellement bonnes que je n'ai pas pu résister à l'envie de les manger toutes les trois avant le cours de musique. Malheureusement, la méchante professeure a dit que j'avais la gorge trop sèche et que je chantais comme un petit canard. Donc elle m'a fait sortir pour me punir, et devine quoi? Je me suis retrouvé à manger une 4e tartelette devant la salle de classe. Heureusement, je m'en sors bien au piano, et Monsieur Grosbras me félicite toujours en me disant que j'ai du talent. Maintenant, il me suffit d'écouter une mélodie pour pouvoir la rejouer à l'identique. Je suis aussi doué que toi, non? La prochaine fois que tu reviendras, on pourra jouer un morceau à 4 mains, et je pourrais même t'accompagner. On pourrait refaire un concert ensemble. Ne t'inquiète pas pour notre petit oiseau. Il vole de plus en plus haut chaque jour, avec le temps superbe que nous avons eu dernièrement. Je suis persuadé qu'il pourra prendre son envol très bientôt. Cet après-midi, pendant que je m'occupais de la tombe de maman, j'ai vu plusieurs oiseaux qui ressemblaient aux nôtres. Je suis sûr qu'il les rejoindra vite. Comme le temps passe, j'ai commencé à suivre les cours de Mélodia de bronze de la famille à l'église. Ça signifie que je vais devenir quelqu'un de vraiment extraordinaire. On pourra alors sûrement transformer le pays des rêves en un endroit merveilleux. J'ai joint de nouvelles saveurs de Félicitam à cette lettre. Certaines d'entre elles sont un peu inhabituelles, mais elles sont sympas et j'ai vraiment envie que tu les goûtes. Si elles te plaisent, je t'en enverrai d'autres. Et si tu trouves de délicieuses tartelettes au pudding, n'hésite pas à m'en envoyer aussi. Accorde-toi du temps libre. Je suis de tout cœur avec toi, ton grand frère. Maintenant, la partie 2. À ma très chère sœur, j'ai reçu le disque que tu m'as envoyé et j'ai joué quelques-uns des morceaux tout en les écoutant. Ils étaient superbes. En ce moment, le magasin de disques de Penacony est pris d'assaut et des affiches de ton nouvel album tapissent les rues. Beaucoup de gens viennent me parler de toi avec admiration et me demandent s'il est possible d'obtenir ton autographe. Finalement, c'est peut-être mieux que tu ne reviennes pas tout de suite. Penacony a changé. Les chasseurs de rêves affluent en masse et l'économie est en plein boom. Mais le pays des rêves est devenu bien plus chaotique qu'avant. Je n'aurais jamais imaginé qu'un Mélodia de bronze aurait à faire face à de tels défis. Les entrepreneurs ont imposé des horaires de travail particulièrement excessifs afin de monopoliser l'industrie, obligeant à travailler 12 heures d'affilée avant de pouvoir prendre une pause. Et ce, pour un salaire dérisoire. La spéculation et les industries à haut risque ont envahi Penacony, tandis que les chasseurs de rêves attiraient ici
désespoir illusoire finit souvent par rejoindre les rangs de sans-abri. Il y a peu, un clandestin est venu me demander de l'aide en m'expliquant qu'il avait dépensé tout son argent juste pour rester à Penacony et que la maison Fin-Limier l'avait démasqué peu après. Il m'a assuré qu'il rembourserait toutes ses dettes plus tard. J'ai donc demandé à la maison Fin-Limier de faire preuve d'indulgence à son égard. Mais quand je pense à tous les autres clandestins tels que lui, qui se trouvent à Penacony, je ne peux m'empêcher de me demander si on donne vraiment à chacun l'opportunité de faire les bons choix. Si je ne me trompe pas, tu devrais commencer ta prochaine tournée au moment où tu recevras cette lettre. Tu n'as pas à t'en faire pour Penacony. Je sais que tu es quelqu'un de bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Prends bien soin de toi. Je serai toujours là pour toi. Sunday. Partie 3. À ma très chère sœur. J'ai bien reçu les spécialités galactiques. Avec le festival au diapason qui approche et les affaires qui s'accumulent, je prendrai le temps de les déguster dès que j'en aurai l'occasion. J'ai pris connaissance de la situation concernant le traître de la famille. Tes intuitions sont exactes. Cette affaire est bien liée aux morts que tu as constatées, et plus encore au mystérieux horloger. Mais cela fait longtemps que tu as quitté Penacony et que tu n'es plus au fait des choses ici. Alors garde-toi de toute action précipitée. Quant à ta perte de voix, ta priorité est de bien te reposer. Si ton état physique ne s'améliore pas, je consulterai le maître des rêves au sujet du festival au diapason pour voir si on peut s'arranger. Tu penses que la perte de ta voix est due à la nature impure de l'harmonie de Penacony, et je suis d'accord. Malheureusement, la seule chose qui semble être réellement pure à Penacony est peut-être la cupidité humaine. Depuis que je suis devenu chef de maison, il y a de nombreuses choses que je ne peux plus dire ou faire. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas conscience de ce qui se passe au pays des rêves. Même si nous empruntons de nouveaux chemins, je peux t'assurer que j'ai toujours tenu toutes mes promesses. Chef de la maison Vieux Chêne, Sunday, manoir de la Rosée, heure de la rosée du matin, Penacony, pays des rêves, système Astana. Et enfin, la partie 4. À ma très chère sœur. Cela fait un moment que je n'ai pas écrit de lettre. À partir de maintenant, je risque de ne plus être en mesure de te contacter pendant un moment. Mais je te promets que ce ne sera pas la dernière lettre que tu recevras de ma part. Un chemin plein d'espoir est souvent un chemin semé de tentations. Et grâce à vous tous, je ne me suis pas trop égaré. À ma position actuelle, je ne peux pas faire grand-chose pour me racheter, si ce n'est éliminer les derniers vestiges de l'ordre à Penacony. Ainsi, je peux faire en sorte que l'ordre ne constitue plus un danger caché au pays des rêves. Pour entrevoir le ciel, même un oiseau avec une aile cassée choisira de reprendre son envol, tout comme le petit oiseau que nous avons élevé ensemble étant enfant. Il s'est envolé vers les cieux malgré le risque de chute, parce que c'était son destin. Je n'oublierai jamais notre souhait commun de rendre tout le monde heureux. Mais pour l'heure, je ne dois pas partir en quête... Mais pour l'heure, je dois partir en quête d'épanouissement dans le vaste monde. C'est mon destin, ainsi que mon choix. Monsieur Yang m'a donné la permission de monter à bord de l'Express et de voyager en tant que passager en quête de ma terre promise. Ce sont des personnes bienveillantes au caractère noble, tu les connais sans doute mieux que moi. La plupart du temps, quand tu ne dis rien, j'ai tendance à te voir comme cet enfant qui avait besoin d'être protégé. Mais tu as grandi depuis longtemps, et savoir que tu es à Penacony me rassure. J'ai pris soin de nettoyer la tombe de maman. J'ai cueilli une fleur bleue que je garde avec moi. Elle continuera à nous bénir comme elle l'a toujours fait. Pour finir, merci pour les tartelettes au pudding de dodo géant. Même après toutes ces années, leur goût me rend toujours aussi nostalgique.
sur la route, ton grand frère. Donc voilà qui en finit avec les différentes parts de textes d'histoire liés à Sunday. Donc maintenant, place à l'histoire de Welt. Détail du personnage. L'ancien souverain d'Antientropie à la grande sagesse qui a hérité du nom du monde, Welt. Grâce à son expérience, il a sauvé la Terre de l'anéantissement à maintes reprises. Au terme de l'incident de Stefontaine, Welt n'avait eu d'autre choix que de s'aventurer avec l'initiateur de l'incident de l'autre côté du portail. Peut-être ne s'attendait-il pas au nouveau voyage et aux compagnons qu'il allait découvrir là-bas. Partie 1. Sur le chemin du portail, Welt sortit un stylo et commença à esquisser un croquis. Depuis 8 ans, il répétait cette tâche. Par le passé, il construisait les objets d'une manière différente. Il suffisait qu'il se représente les images dans son esprit, mais il ne pouvait considérer cela comme une véritable création, car il s'agissait simplement d'objets similaires à ceux originaux. Il n'avait rien à voir avec son propre esprit. C'était la responsabilité de Welt, l'homme qui avait hérité du nom du monde. Si le monde avait besoin d'être secouru, il deviendrait ce héros sans hésiter. Il était tombé de nombreuses fois et avait bien plus encore été le sujet de moqueries. Mais il résistait, gardant toujours la tête haute. Par le passé, par-delà le passé et l'avenir, il ne changerait jamais. Or aujourd'hui, il se retrouvait embarqué dans un nouveau voyage. Partie 2. Lorsque Welt regagna ce dangereux champ de bataille cosmique, il pouvait sentir son sang bouillir une nouvelle fois. Même lorsque son vaisseau spatial perdait de la puissance, dérivant sans but dans l'espace, il se contentait de plaisanter gaiement avec son compagnon. La fin d'une aventure marque souvent le début d'une autre. Lorsque Himeko parvint à les sauver et les informa qu'ils ne pouvaient pas rentrer chez eux, il continua à plaisanter. On dirait un scénario de dessin animé, ça ne tient pas debout, il y a trop de coïncidences. La vie n'est qu'une succession de coïncidences. Puisqu'il ne peut pas retrouver son chemin ni mener une existence paisible pour le moment, pourquoi ne pas reprendre les armes et se battre ? Cette fois, point de fardeau ou de destin assumé, il est maître de son propre destin. Partie 3. Désormais, Welt ne se bat qu'en de rares occasions. Personne ne sait si il a conservé sa force d'antan. La manipulation de la gravité est restée sa technique de combat de prédilection depuis que sa canne a été transformée en étoile d'Éden. Il supprime ses ennemis par la gravité, créant une sorte de mini-trou noir. Ce qu'il considérerait comme des pouvoirs ordinaires suscite l'émerveillement des jeunes de l'Express. Monsieur Yang est incroyable, vraiment incroyable. Si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, Ira, va demander à Monsieur Yang. Chacun son tour, laissez-le respirer. Il n'arrive pas à croire que sa légèreté d'esprit et son assurance sont le résultat de nombreuses expériences passées, véritables marques du passage du temps. Cependant, les jeunes à bord de l'Express sont comme une feuille de papier vierge. Ils écrivent leur propre vie. Quel type de responsabilité doit-il assumer dans la vie ? Il ne peut s'empêcher de penser au nom de ces personnes qui, tout au long de sa vie, l'ont aidé. Partie 4, et il y a quelques mots cachés qui sont indéchiffrables. Registre de Welt. Relation de avec les protagonistes. La personnalité pétillante de
est celle d'un héros de dessin animé. Je prends. Une jeune femme pleine de vie. J'espère qu'elle pourra continuer à faire preuve d'imagination et ne pas se sentir coupable, même si elle bute sur un obstacle. Les jeunes font toujours des erreurs et 111 ne sera pas toujours là pour la soutenir. 111, un jeune fiable. En gros, pas de quoi s'inquiéter. J'espère qu'il pourra bavarder davantage avec 111, mais s'il ne le souhaite pas, ce n'est pas un problème non plus. 111, je pourrais lui confier ma vie. Nanana croit qu'elle prendra la bonne décision. Nanana, un personnage tout droit sorti d'un dessin animé. Une créature apparemment normale mais qui possède en réalité des capacités étonnamment puissantes et un passé tumultueux. Remarque, si jamais je rentre chez moi, je devrais envisager d'adapter mon périple en dessin animé. Voilà qui termine les histoires de personnages de Veld. Et maintenant, nous allons nous attaquer à celle d'Himeko. Détail du personnage. Une scientifique aventureuse qui a vu l'Astral Express pour la première fois pendant sa jeunesse lorsqu'il s'est échoué sur sa planète natale. Des années plus tard, Himeko a finalement réparé l'Express et entamé son voyage vers les étoiles. Elle a alors compris que tout cela n'était que le commencement. Au cours de son voyage de pionnière à la découverte de nouveaux mondes, elle allait avoir besoin de soutien de nombreux autres compagnons. Et bien que les destinations puissent différer, tous contemplent le même ciel étoilé. Histoire partie 1. La jeune fille était perdue. Elle était incapable de se rappeler depuis quand elle était perdue. Elle s'était contentée de marcher encore et encore, à travers la nuit noire, suivant le soleil puis la lune, sans répit, jusqu'à s'effondrer. Elle se rappelait le visage qu'elle avait lors de sa première année à l'université. Elle se souvenait de la spécialité qu'elle avait choisie, la dynamique de la navigation interstellaire. À présent, elle gisait face contre terre dans la boue. Elle leva les yeux aux étoiles et vit à ce moment précis des météores ruisselés. 1, 2, 3, puis d'autres, plus petits, scintillant légèrement avant qu'un magnifique brasier ne déchire le ciel nocturne. Ses membres l'entraînèrent vers l'avant, la conduisirent là où la terre rencontrait l'océan. Sur le rivage, les eaux heurtèrent contre elle comme la marée se heurtait contre l'épave de l'Express échoué, seule et perdue. Elle entra et constata que le paysage à l'extérieur commençait à changer. Le train lui présenta une myriade de mondes magnifiques, des mondes lointains bien au-delà de sa planète natale, mais assez proches tout de même pour être alliés par un simple voyage en train. Elle essaya de réparer l'Express. Celui-ci se remit en route brièvement, mais il n'était capable que de glisser au-dessus de l'horizon. D'un coup d'œil, elle aperçut sa maison. Depuis cette altitude, le voyage était si court que même l'océan de sa planète natale était devenu insignifiant. Il lui demanda si elle souhaitait voyager avec lui. Elle se demanda quel genre de voyage l'attendait. Un voyage vers le commencement. C'est parti, répondit la jeune fille sans réfléchir. Tu m'as ramené à la maison, alors je vais aussi te ramener chez toi. Partie 2. Himeko a une valise. Cette valise était son trésor. Elle l'avait remplie de toutes sortes d'outils destinés à réparer les trains pour s'occuper de l'Express. Maintenant, elle contenait une scie moléculaire, un satellite enfui et d'innombrables autres engins, telle l'incarnation de ses caprices et la preuve de sa volonté farouche. Aucun compagnon de voyage ne lui fut plus fidèle que cette valise. Les passagers qui se succédaient à bord de l'Express, et peut-être que même le conducteur n'était pas en mesure de l'accompagner. Elle et le train, tout au long de son périple,
Elle s'en moquait. Elle s'était pas inquiétée outre mesure quand ce blond prétentieux était parti sans lui dire au revoir, tout comme elle ne se souciait guère plus de son lointain monde natal et de ses vieux camarades. Elle savait que son voyage était solitaire, même si elle pouvait faire la connaissance de compagnons de voyage, partageant le même état d'esprit, même s'ils lui témoignaient une profonde sympathie. Même si elle pouvait partager la fin d'un voyage avec eux, tout cela n'était qu'un aléa passager. Elle savait que son voyage était solitaire. Personne ne peut marcher exactement dans les pas d'un autre. Personne ne peut expérimenter le même voyage qu'un autre. Elle ne pouvait compter que sur ses yeux et ses jambes. C'est pourquoi sa valise contenait tous les souvenirs que ses yeux avaient vus et toutes les empreintes qu'elle avait laissées derrière elle. Partie 3. Himeko a une excellente mémoire. Plus le voyage se prolongeait, plus elle comptait de compagnons de voyage. Elle se souvient encore de nombreux d'entre eux. Elle se souvient de ses bavardages gênés avec Pom Pom. Les 2 premiers passagers à bord de l'Express furent Welt et son ami blond. Elle se rappelle comment le taciturne Daneng a repoussé le monstre dévoreur d'étoiles en un seul coup. Elle se rappelle quand March Sevens a joyeusement émergé de son sommeil glacé. Toutes les tenues qu'elle a conçues pour elle et que March Seven aimait le plus. Elle se souvient comment l'équipage est arrivé à la station spatiale Erta, comment elle a rencontré Ira et comment elle a embarqué une fois de plus dans une nouvelle aventure. Elle se souvient des caractéristiques de chaque composant de l'Express et de la manière dont ils étaient assemblés. Elle se souvient du moment où il convient de graisser les boulons de l'Express et lorsque chaque plante du vaisseau doit être arrosée. Elle se souvient de la limite non négociable de Pom Pom et du fait que Welt a des passe-temps plutôt puérils. Elle se souvient que Daneng passe toujours la nuit à travailler sur la banque de données et que March Sevens aime faire la grasse matinée. Elle se souvient de la personnalité, des habitudes, des passe-temps, des anniversaires et autres jours de fête de tout le monde à bord de l'Express. Sa mémoire déborde d'informations et de souvenirs. La seule grande satisfaction de Himeko était que chacun atteigne sa destination en toute sécurité grâce à l'Express. Tout voyage a une fin. À ce moment-là, je sourirai et dirai au revoir à tout le monde. Elle se répétait cette phrase comme un mantra. Certaine que le moment venu, elle n'oublierait pas d'agir en conséquence. Que ces souvenirs qui sont reconstitués, le trajet de son périple, ce sont ces mêmes souvenirs qui la ramèneront un jour sur les terres, sur les mers, d'où elle est partie. Et enfin, partie 4. Quel long voyage, souffle-t-elle. Ça fait tellement longtemps que j'attends. La regarde. Ce n'est pas la malchance qui t'a conduite sur cette voie, mais la curiosité et le désir d'explorer. Évidemment, répondit-elle, le sourire aux lèvres, mais j'ai surmonté beaucoup moins d'épreuves que toi. Non, je n'ai jamais vécu les choses que tu as endurées, dit en secouant la tête. Il y a autant de chemins différents que de pieds pour les fouler. On est au même endroit au même moment, et pourtant on ne voit pas ni ne pense la même chose. Ensemble, ils levèrent les yeux vers les étoiles en silence et virent, à ce moment précis, des météores ruisseler. 1, 2, 3, puis d'autres, plus petits scintillants légèrement, avant qu'un magnifique brasier ne déchire le ciel nocturne. Une voix discrète vint troubler une fois de plus le calme ambiant. « Que vois-tu » ? « Les étoiles ont achevé leur voyage, répondit-elle. Éclata de rire. Moi, au contraire, je vois que leur voyage ne fait que commencer. Ils ne dirent plus un mot. Rentrons, ils m'attendent. Se tut un instant avant de demander. Jusqu'à présent, ce voyage
voyage t'a-t-il rendue heureuse? Elle ramassa sa valise et repartit en direction de l'Express sans se retourner. Je n'ai pas changé. Voilà qui conclut cette partie avec Himeko. Et pour finir cette vidéo, nous allons voir les histoires de personnages de Daneng, Imbibitor Lunae. Détail du personnage. Véritable forme, Vidya Aryenne de Daneng, révélée après avoir accepté les pouvoirs résiduels de la précédente incarnation de l'Imbibitor Lunae. En acceptant les majestueuses cornes qui trônent fièrement au sommet de son crâne, il doit également accepter les mérites et les fautes qui sont attribués à cette personne. Cependant, il n'a jamais vraiment été cette personne. Histoire, partie 1. C'était comme s'il s'était retrouvé dans l'obscurité d'un œuf vidiarien, ballotté par une mer de flots incessants et de rêves insaisissables. Il rêvait qu'il se tenait devant un autel sacrificiel qu'il dansait et chantait. Mais les chants et les gestes n'étaient qu'une façade. C'était la lumière qui brillait dans ses yeux et la tempête qui grondait dans ses veines qui était la véritable force à l'œuvre. De ses mains, il tissa avec désinvolture la marée brumeuse du royaume de l'abysse écailleux, scellant le dragon frénétique dans l'arbre tentaculaire, dans un rugissement qui retentit jusqu'aux cieux. Le royaume de l'abysse écailleux avait à nouveau retrouvé la paix. Pour des siècles, son devoir était accompli. Lorsque la cérémonie fut terminée, il se retourna pour regarder en arrière. Sur les marches qu'il venait de descendre se tenaient de nombreux dignitaires richement vêtus avec des cornes de dragon. Tels des reflets dans un miroir, chacun d'entre eux se tournait et leurs manches tourbillonnaient à chaque mouvement, comme s'ils allaient partir l'un après l'autre dans un ballet méticuleusement orchestré. Innombrables, ils formaient un escalier vers le ciel qui s'étirait jusqu'au vide spatial sans fin. Les visages de tous ces inconnus l'accueillaient. Chaque matin, dans son miroir, c'était son visage. Non, c'était le visage du primordial, de l'originel, du tout premier grand ancien. Il sourit amèrement et se couvrit le visage de la main, comme pour vérifier s'il pouvait arracher ce masque et le rendre à son propriétaire légitime. Il ne le pouvait pas. Partie 2. C'était comme s'il s'était retrouvé dans l'obscurité d'un œuf vidiarien, ballotté par une mer de flots incessants et de rêves insaisissables. Il rêvait qu'il arrivait sur le champ de bataille tel un dieu. Il planait dans les nuages. De là-haut, les formations militaires ressemblaient à des fourmis, et les chars aéroportés et les astrokiffs à des papillons de nuit attirés par une flamme mortelle. C'était donc ça la vie des mortels. Était-ce là ce que les dragons voyaient? Il sentit un soupçon d'orgueil l'envahir et plongea son cœur dans un détachement glacial et sans émotion. Puis il tourna précipitamment les yeux vers ceux avec qui il s'était battu et avec qui il avait partagé son verre. La pilote passa en trombe et, ne se souciant pas de rester en formation, elle tirait à volonté en voyant des flèches enflammées s'abattre sur les régiments de Boriciens. Dans la direction indiquée par les astrokiffs, une épéiste aux cheveux blancs s'élança dans la mêlée, en avant de toute l'armée, dansant avec sa lame affûtée. Elle filait entre les éclairs de lumière métallique, ses mouvements trop vifs ne permettant même pas à ses alliés de s'approcher, mais simplement de rester en soutien à l'arrière. De son côté, le lieutenant des Chevaliers des Nuages, qui avait l'habitude de discuter et de rire avec le dragon, avait conservé son indolence. Son glaive dévastateur à la main, il repoussait avec ses hommes les soldats boriciens qui essayaient d'attaquer depuis les flancs. À l'arrière de la formation, les ingénieurs militaires qui accompagnaient l'armée ajustaient et testaient des autorumatons géants, ce qui permettait aux plus arrogants des artisans de laisser libre cours à son imagination,
car ces machines de plusieurs centaines de pieds de haut étaient des armes spécialement conçues pour contrer les bêtes mécaniques. C'est alors qu'il vit le général d'antan, Deng Xiao. Il était enveloppé d'éclairs dorés comme l'avatar de l'archer de la destinée, labourant les rangées de bêtes de guerre ennemies avec son mirage divin. Les Bourrissiens en déroute commencèrent à fuir. Il savait qu'il était temps pour lui d'accomplir le devoir qui lui avait été confié. Alors, il laissa sa conscience se faire envahir par les tempêtes et la grêle. Le tonnerre grondait et les tsunamis se déchaînaient. Il flottait parmi les nuages, regardant les ennemis se faire engloutir par l'abîme des eaux et observant la terre derrière lui. Beaucoup d'humains, de Vidyariens, de Foxiens reposaient là-bas éternellement et aucun d'entre eux n'aurait la chance de rentrer chez lui. Son cœur de dragon lui dit qu'il n'était qu'un petit grain de poussière balayé hors du monde. Les guerres ont un prix, mais la vie reprendra toujours son cours. Les Vidyariens ne sont pas les seuls sions de long. Cependant, son cœur d'humain souffrait pour ses camarades qui, comme lui, étaient faits de chair et de sang, et pour ces mortels qui auraient pu vivre plus longtemps, mais qui ne pourraient plus jamais rentrer chez eux. Partie 3. C'était comme s'il s'était retrouvé dans l'obscurité d'un œuf vidyatarien, ballotté par une mer de flots incessants et de rêves insaisissables. Il rêvait qu'il partageait les eaux de l'océan et qu'il arrivait... Excusez-moi. Il rêvait qu'il partageait les eaux de l'océan et arrivait dans les ruines du palais pour enterrer un vieil ami ou créer une forme de vie disparue depuis des millénaires. Ou peut-être que ces deux choses étaient liées. Un désir inaccessible et réprimé de longues années durant, la goutte d'eau de trop qui brisa la volonté du dragon gargantuesque. Épée à la main, l'artisan couvert de sang et de blessures protégeait le dragon. Il tenta de se convaincre d'aller au bout de sa décision. Zhou est morte, la victoire est à nous. Mais peut-on vraiment continuer ainsi? Combien d'autres sacrifices devrons-nous faire? L'arbre d'ambroisie est encore debout. Tant qu'il survivra, les monstres reviendront encore et encore. La guerre qui oppose les natifs de Jianzhou, les Foxiens et les Vidyatariens aux abominations de l'abondance ne prendra jamais fin. Nul n'est irremplaçable. Nous n'avons tous qu'une vie et nous pouvons choisir de la sacrifier pour ce qui nous est cher. Ce choix nous appartient, tout comme elle a choisi de vous sauver, Jingliu et toi. Tout comme elle a choisi de permettre à d'autres de continuer à vivre. Les vies prises par la guerre appartenaient à d'autres êtres vivants. Tout comme lui, il ferma les yeux péniblement et se souvient de leur visage avant de prendre sa décision. S'il y a une chance, alors nous choisirons aussi de la laisser vivre, elle et tant d'autres. Nous, les Vidyadariens, suivons notre propre voie vers le salut. Je peux essayer. Comme s'il était en train de rêver à l'intérieur d'un rêve, il revit l'instant qui précédait la disparition de son identité. Froid et sans émotion, il s'observa se transformer en dragon, se débattant à grand renfort de griffes et de crocs contre cette masse amorphe de chair et de sang. Au seuil de la mort, l'émissaire du dieu lui montra une scène troublante. Les étoiles s'enflammaient et chantaient telles des globules de sang. Et l'univers descendait dans un abîme de chair et de désir. Le cœur du dragon battait à se rompre, dégainant ses crocs, gonflant son souffle et sa colère. Mais, quelle que fût sa puissance, une forme de vie ne pouvait pas lutter contre le véritable corps de l'envoyé du dieu de la vie. Jusqu'à ce qu'un astroglyphe transperce tout, telle une flèche, et qu'il voit cette vie s'extirper avec difficulté des décombres, tenant dans la main un soleil d'une noirceur absolue. En cet instant, aussi long qu'une éternité, il vit sa main, son visage, elle tout entière disparaître. Cet objet avait réduit tout ce qui l'entourait en poussière et les avait entraînés dans un tourbillon de puissance brute, elle y comprise. Une touffe de cheveux et quelques gouttes de sang
sol, comme seule preuve de son existence. Telles étaient les seules traces qu'elle laissa. Et enfin, partie 4. C'était comme s'il s'était retrouvé dans l'obscurité d'un amphithéâtre aérien, ballotté par une mer de flots incessants et de rêves inadmissibles. Insaisissable, pas inadmissible. La fatigue. Il rêva que les griffes du dragon s'enfonçaient dans son corps et que des chaînes de corallium s'enroulaient autour de lui pour le suspendre dans les airs à la prison des enchaînés. Il rêva des anciens qui n'avaient de cesse de l'interroger pour connaître le secret des arcanes et l'emplacement du cœur de dragon. Il ne dit mot. Il rêva que les juges se présentaient devant lui pour rendre leur verdict, le condamner à mort. Il ne dit mot. Il rêva que le lieutenant des Chevaliers des Nuages aux cheveux blancs venait lui rendre visite et lui apportait des nouvelles des négociations. Les Vidyadhariens n'avaient pas permis qu'il meure ou qu'il parte. Il ne dit mot. Il rêva qu'il levait sa coupe pour boire à nouveau avec les autres, qu'il perdait ses écailles, qu'il retournait dans l'œuf et qu'il devenait une autre personne. Il rêva de nombreuses choses, comme une immersion sans fin qu'on appelait soi. Après l'immersion, il y eut une image encore plus nette, mais inaccessible. Il se vit exilé et se vit embarqué dans un train. Il se vit courir parmi les étoiles sans fin, sans jamais se retourner. Voilà qui finit pour cette soirée les lectures des différentes parties histoire de personnages pour ces 4 personnages du jeu. Sur ce, je vous souhaite